Ce soir, crise en Haïti. Le premier ministre Justin Trudeau aux Caraïbes à la recherche de solutions. Mais que veut vraiment le peuple haïtien? On pose la question à Jean Saint-Ville de l'organisme Solidarité Québec-Haïti. Dissension chez les libéraux sur la réforme des langues officielles. Chemin Roxham, le départ à la retraite de Brenda Leakey, l'analyse des dossiers chauds de la semaine avec notre panel de journalistes. Et manquements à l'éthique à répétition chez les libéraux. Le commissaire à l'intégrité du secteur public, Mario Dion, dresse le bilan de son mandat. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Le Canada annonce de nouvelles mesures pour venir en aide à Haïti, aux prises avec le chaos depuis des mois. En visite dans les Caraïbes, le premier ministre Justin Trudeau a annoncé l'envoi de navires de la Marine royale au large d'Haïti. Des militaires canadiens seront également déployés sur place dans les prochaines semaines. M. Trudeau a profité de la réunion annuelle de la Communauté des Caraïbes aux Bahamas pour rencontrer le premier ministre haïtien Ariel Henry. Il n'a cependant pas répondu positivement à la demande d'intervention militaire du Canada évoquée par le haut-commissaire des Nations unies aux droits de l'homme la semaine dernière. La priorité, la plus grande priorité, sinon la seule priorité, c'est de restaurer la stabilité et la sécurité pour le peuple haïtien. Nous devons, pour le faire, s'engager et responsabiliser le leadership haïtien, c'est certain, mais nous devons faire tout ce qu'on peut en tant que communauté internationale, en tant que partenaire et ami d'Haïti, de faire tout ce qu'on peut pour mettre fin à la violence et permettre à la police nationale haïtienne d'être elle-même capable de protéger et de stabiliser la situation sécuritaire pour le peuple haïtien. Et maintenant, pour réagir à ce que M. Trudeau a annoncé aujourd'hui pour Haïti, je retrouve Jean Saint-Ville de l'organisme Solidarité Québec-Haïti. Bonsoir, M. Saint-Ville. Bonsoir, Esther. Donc, le Canada allonge plus de 20 millions de dollars supplémentaires pour aider. On enverra aussi des navires, des militaires. Comment vous accueillez cette aide supplémentaire du Canada en Haïti? Bon, premièrement, je me demande pourquoi est-ce qu'on le qualifie d'aide. Nous avons une population qui est en prise avec des bandits qui ont pris le contrôle du pays depuis maintenant une vingtaine d'années. Et on dit qu'on mobilise X montant d'argent. On ne nous dit pas vraiment ça va faire quoi. C'est ce qui m'intéresse, c'est pas le montant. L'argent va être utilisé dans quel domaine particulièrement. Et le fait qu'on envoie des militaires et on parle de bateaux de guerre, moi cela me dit qu'il y a une inquiétude sur l'exode massif des Haïtiens. Et c'est plutôt une aide aux États-Unis, une aide peut-être aux pays de la région qui ont peur d'avoir des immigrants haïtiens qui arrivent sur leur côte. Je ne vois pas en quoi cela aide les Haïtiens. Oui. On sait, M. Saint-Ville, que le Canada subit actuellement de la pression là, pour prendre les commandes d'une intervention militaire internationale, entre autres pour permettre l'aide humanitaire et la tenue d'élections libres dans le pays. M. Trudeau a toujours pas dit oui à ça aujourd'hui. Est-ce que la solution, ça passe vraiment par une intervention militaire en Haïti? Je ne crois pas du tout. Il n'y a aucune logique à cet entêtement à dépouiller les Haïtiens encore plus qu'on les a déjà dépouillés. Nous vous rappelons que nous sommes à 20 ans exactement d'une telle rencontre qui eut lieu ici à Mitch Lake, à Gatineau, l'initiative d'Ottawa sur Haïti, où les gens qui s'étaient réunis avec aucun représentant de l'État haïtien à l'époque, ils avaient décidé de renverser le gouvernement du pays, de mettre Haïti sous tutelle, tutelle qui eut lieu après l'invasion de février 2004 dont le Canada, les États-Unis et la France ont pris la tête. Ils ont renversé 7000 dirigeants légitimes du pays, les ont remplacés par des criminels qui ont créé ce régime de terreur que nous vivons actuellement. Alors c'est pour cela que moi je ne vois pas comment s'empêtrer
dans la situation serait une solution. La solution, c'est plutôt d'empêcher les armes et les munitions à rentrer dans le pays, puisque Ouais. c'est plus de 90% des armes qui sont en provenance des États-Unis. Il n'y a personne dans les Caraïbes qui sont producteurs d'armes, donc c'est facile d'arrêter l'influx d'armes et ainsi la police haïtienne et la population haïtienne s'occupera de démanteler les gangs armés qui ont été armés par les 15 familles mafieuses en Haïti, ce qu'on appelle les oligarques, qui ont des accointances avec des gens aux États-Unis. Certains d'entre eux vivent en Floride, dont Gilbert Bidjo, qui est considéré le milliardaire de l'île, qui habite en Floride et qui est sur la liste des personnes sanctionnées par le Canada. Ce que malheureusement nous n'avons pas entendu du Premier ministre, c'est qu'il allait collaborer avec la nation haïtienne pour que l'information détenue par le Canada pour accuser ces gens soit mise à la disposition de la justice haïtienne pour que ces gens-là soient arrêtés, jugés et leurs biens retournés à l'État haïtien. M. Trudeau continue de dire que son gouvernement va agir sur la base de la volonté des Haïtiens, sur la base d'un consensus haïtien. Est-ce que c'est encore possible d'en arriver à un consensus sur cette question en Haïti? C'est encore par manque de connaissance du public qu'on se permet de faire ces déclarations qui n'ont ni pied ni tête. Les Haïtiens avaient leur consensus. Il y a eu tout un mouvement organisé dans la dernière année autour d'un mouvement qu'on appelle l'accord Montana, qui regroupait presque tout le monde sauf le régime des bandits qui avait été installé par les États-Unis avec l'aide du Canada. Donc, c'est pas qu'il manque un consensus du côté haïtien, c'est plutôt du côté des étrangers qui veulent maintenir le contrôle sur Haïti et qu'ils ne veulent pas laisser les Haïtiens diriger Haïti. Ouais. Ben, expliquez-nous justement ce que souhaitent les Haïtiens. La solution passe par quoi, selon eux? La solution passe par sanctionner les criminels. Tout a été fait par les États-Unis pour protéger les criminels qu'ils ont installés au pays. Nous ne pouvons avoir un pays où 90% de l'économie du pays est entre les mains des 15 familles blanches qui sont en Haïti. Ça, c'est une réalité que l'on refuse d'adresser dans les médias. On parle tout le temps de mois de l'histoire des Noirs, on célèbre la révolution haïtienne, mais la révolution haïtienne, l'idée, c'était que les Africains qui étaient réduits à l'esclavage auraient la capacité, la possibilité de mener des vies comme des êtres humains. Mais vous ne pouvez pas, en 2023, avoir ces quelques familles blanches qui, de par leur connexion en Europe et en Amérique du Nord, contrôlent une population de 12 millions d'Africains réduits à vivre comme si nous étions au Moyen Âge. C'est cela qu'il faut démanteler. C'est tout comme nous avions à l'époque de l'apartheid en Afrique du Sud. Le dilemme est un dilemme économique, socio-économique, et on met tout l'emphase sur les gangs de rue. Ces gens-là n'ont pas les moyens d'importer des armes. Ce sont les gens qui ont les ports privés, qui ont les contacts avec les banques, avec les importateurs d'armes des États-Unis. Ce sont eux. Et d'ailleurs, si le Canada a mis les noms de Bidjo, de Abdallah, de Bossan et de Dib à la liste des gens sanctionnés, c'est que le Canada détient l'information que ces gens-là, ce sont eux qui sont réellement les patrons des gangs. Donc il faut les arrêter, il faut les juger et il faut libérer les fonds qu'ils ont volés du trésor haïtien pour que finalement la population noire et appauvrie d'Haïti puisse bâtir des hôpitaux, puisse organiser des élections sans avoir à quémander des États-Unis, du Canada, de l'aide pour organiser une élection. Une élection au Canada, cela n'implique pas la communauté des Caraïbes. C'est quelque chose d'interne. Jean Sainville, je rappelle que vous êtes de l'organisme Solidarité Québec-Haïti. Merci beaucoup. Merci. Merci, merci.
Et je vais poursuivre sur ce voyage de Justin Trudeau aux Bahamas avec notre panel de journalistes, Joël Denis, Catherine et Yves, qu'on retrouve de façon virtuelle. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Juste un mot finalement pour conclure sur ce voyage de Justin Trudeau aux Bahamas. Joël Denis, est-ce que le Canada en fait assez pour Haïti? Le Canada affiche la plus grande prudence. Il y a beaucoup de pressions qui sont exercées par les Américains pour que le Canada prenne la tête d'une force multinationale, mais le Canada n'est pas prêt à faire ça parce qu'il n'y a pas de consensus, comme vous le savez, en Haïti. Et M. Trudeau consulte beaucoup la diaspora haïtienne à Montréal pour savoir qu'est-ce qui serait aussi la meilleure voie à suivre, et notamment le député libéral Emmanuel Dubois, qui est d'origine haïtienne et qui aussi mène des consultations. Donc, M. Trudeau résiste aux pressions, ne veut pas commettre les mêmes erreurs du passé à cet égard, parce que souvent, on est arrivé avec nos gros sabots en Haïti, on a tenté de rétablir l'ordre, on est reparti, et voilà, le désordre est revenu au grand galop. Donc, c'est ce qu'on veut éviter, et je peux comprendre la prudence de M. Trudeau à cet égard. Oui. On va parler des dissensions au sein du caucus libéral au sujet du projet de loi C-13 sur les langues officielles. Ça s'est poursuivi de plus belle cette semaine. On dirait même que ça a empiré. Il y a même un ministre, Mark Miller, qui menace de voter contre le projet de loi C-13. Catherine, est-ce que Justin Trudeau est en train de complètement perdre le contrôle de son caucus au Québec? Oui, carrément. Et je pense que, justement, c'est le symptôme d'une fin de règne, finalement. Et là, on en a vraiment un très bel exemple parce que là, on parle d'environ une dizaine de députés libéraux à Montréal, évidemment, qui vont possiblement voter contre. Pour l'instant, bon, ils disent qu'ils vont voir la version finale du projet de loi, mais dans les faits, avec les amendements qui sont là actuellement, qui ont été adoptés par les partis d'opposition, ils disent que c'est inacceptable, qu'ils ne peuvent pas appuyer ce projet de loi-là dans sa forme actuelle. Et vous l'avez bien mentionné, Mark Miller, là, qui peut-être a oublié la responsabilité ministérielle et qui, voilà, devra démissionner s'il vote contre, en fait, C-13. Donc, on verra qu'est-ce qui se passe avec ça, mais je trouvais que le Bloc québécois avait une belle formule en période de questions. Il parle de la West Island Story. Moi, ça m'a bien fait rire. Grand opéra tragique qui se poursuit de jour en jour aux communes. Anjali Housefather se plaint aussi que le Bloc québécois et le Parti conservateur sont en train de dénaturer le projet de loi. Il y a encore 6 ou 7 journées de débat. Yves, est-ce que vous pensez qu'on va réussir à faire adopter cette loi-là avant la pause de l'été? Parce qu'on peut se poser la question quand même. On peut se la poser très sérieusement, cette question-là, parce que vous savez, pour revenir sur Mark Miller, quand un ministre songe peut-être à défier un propre gouvernement, il y a 2 raisons. Soit qu'il veut mettre fin à sa carrière politique, ou soit qu'il a une forme de permission de le faire. Parce que on peut comprendre que les amendements qui ont été présentés par les partis d'opposition déplaisent énormément au gouvernement Trudeau. Alors, est-ce qu'on a la permission de mettre certaines choses en doute et ainsi retarder l'adoption de ce projet de loi? Parce que vous savez, dans moins de 2 semaines, le 1er mars, ça va faire 1 an que ce projet de loi a été déposé. Ça fait 9 mois, ça va bientôt faire 9 mois que la 2e lecture a été franchie. Alors là, on a l'impression que tout s'étire. Est-ce qu'on va vouloir étirer ça jusqu'à la prochaine élection et que le projet de loi meure au feuilleton? Ben, moi, je pense que ça pourrait être une possibilité. Joël Denis, il y a aussi la députée Lambropoulos qui fait partie de la fronde contre C-13. Je veux vous entendre sur un article qu'a écrit une de vos collègues aujourd'hui, Mélanie Marquis, dans la presse. Vraiment, c'est pas élogieux sur Mme Lambropoulos. Ça parle de son éthique de travail. Expliquez-nous le contenu de cet article et l'impact que ça peut avoir sur le gouvernement Trudeau. Oui, en fait, c'est ma collègue Mélanie Marquis qui a trouvé, en fait, que Mme Lambropoulos est allée à quelques reprises en Grèce pendant l'été, notamment pendant la COVID-19, donc pendant la pandémie en 2021. Elle a passé, selon le rapport qui a été soumis au commissaire à l'éthique, 6 semaines en Grèce consécutives. Donc, ça fait en sorte qu'on se pose des questions dans sa propre circonscription sur son éthique de travail et ça fait sourciller plusieurs. Il y a de la grogne au sein de sa propre circonscription et ça pourrait être un prétexte utilisé par le whip du gouvernement, Stephen McKinnon, pour peut-être
lui imposer une certaine mesure disciplinaire ou peut-être lui montrer la porte de sortie parce que Mme Lambropoulos a été quand même un boulet au pied du gouvernement en faisant des déclarations controversées sur le projet de loi sur les langues officielles. Elle a même nié qu'il y avait un problème de déclin du français au Québec et à travers le pays. Donc, c'est pas nécessairement une députée qui apporte, je vous dirais, des heures glorieuses au gouvernement. Au contraire, elle est devenue un boulet pour le gouvernement. Oui, c'est ça. Essentiellement, oui. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que Mme Lambropoulos n'était pas le choix de M. Trudeau lorsqu'il y a eu une partielle en 2007 dans cette circonscription de Saint-Laurent pour remplacer Stéphane Dion. C'était Yolande James. Elle a perdu, Mme James, l'Assemblée d'investiture, de sorte que c'est un peu une révolte des militants contre l'establishment qui a fait en sorte qu'elle s'est faufilée vers la victoire, mais n'empêche, ce n'est pas nécessairement à l'avantage du gouvernement de garder Mme Lambropoulos à bord, même si c'est un gouvernement minoritaire, parce que ça lui cause plein de maux de tête à l'heure actuelle. Oui, c'est ça. Il faudra voir pour son avenir. Il y a eu des développements cette semaine relativement au chemin Roxham en Montérégie, Ottawa, qui redirige maintenant les migrants vers l'Ontario. Plusieurs se demandent, Catherine, pourquoi ça a pris autant de temps. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est que là, le premier ministre Legault, en fait, prend le taureau par les cornes et il va parler lui-même à l'ambassadeur américain au Canada. Il parle, lui aussi, là, au maire, là, finalement, américain. Et puis, justement, il a pris la situation en main. Alors, le gouvernement fédéral, je crois, n'avait pas le choix de réagir et de vraiment, en fait, là, démontrer qu'effectivement, depuis quelque temps, il y a de plus en plus de migrants qui sont redirigés vers l'Ontario, par exemple. Ça semble satisfaire Québec pour l'instant. Mais franchement, je trouve aussi, et travaillant dans un média anglophone, on commence depuis peu à s'intéresser au chemin Roxham. Là, on dirait qu'on n'était pas au courant que c'était en train de se produire là, au Québec. Alors vraiment, là, je trouve que c'est un enjeu qui, oui, n'est pas nouveau, mais qui vraiment a pris de l'ampleur. Puis on dirait que de plus en plus de personnes en prennent connaissance. Ça. Parce qu'il y a eu aussi cette publicité du Bloc québécois assez controversée, affirmant que le Québec n'est pas un tout inclus pour les passeurs, pour les migrants finalement qui entrent par le chemin Roxham. On a senti, Joël Denis, que le Bloc québécois est un peu sur la défensive à la suite de cette publicité-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, ça s'est un peu retourné. On pensait faire un beau clin d'œil en disant que c'était pas un tout inclus le Québec, mais sauf que ça s'est retourné contre le Bloc québécois. Et le gouvernement s'en est servi. Pablo Rodriguez, le ministre du Patrimoine et bulletin politique de Justin Trudeau au Québec, s'en est bien servi cette semaine pour attaquer le Bloc sur cette question. Ça demeure une épine dans le pied du gouvernement, le chemin Roxham. Ça fait des années qu'on en parle, ça fait des années qu'on voit aussi un nombre croissant de gens passer par la frontière. Et en fait, il y a un réseau de passeurs à l'heure actuelle qui profitent largement de ça. Et il y a même des informations comme quoi des policiers et des agents douaniers américains participeraient à ce réseau de passeurs, mais il y a le maire de New York qui a acheté des billets pour des gens. Donc, c'est devenu un problème embarrassant. Et il y a une tolérance au sein de la population qui pourrait peut-être être mise à rude épreuve en raison de ces manchettes qui sont pas forcément très glorieuses pour le gouvernement. Donc, il y a quelque chose à faire et je trouve ça intéressant que Catherine le mentionne. Maintenant, on en prend connaissance ailleurs au pays parce que on est en train de rediriger ces gens-là vers l'Ontario. L'Ontario, il va savoir que ça coûte quand même des sous pour héberger ces gens-là. Point de vue des garderies, point de vue s'ils n'ont pas de permis de travail, il faut leur donner de l'aide sociale. Donc, il y a une facture associée à ça et le gouvernement de François Legault a montré qu'il avait perdu patience. Oui, voilà. C'est ça qu'il y en avait assez, parce que jusqu'à maintenant, c'était un problème plus local au Québec, mais là, ça s'étend à la grandeur du Canada. Parlons de la démission, je dirais surprise, de la grande patronne de la GRC, Brenda Lockey. Elle a annoncé sa retraite juste avant le dépôt du rapport Rouleau. On a appris aujourd'hui que ça allait être demain, finalement. Yves, est-ce qu'il y a un lien de cause à effet par rapport à la démission de Mme Lockey, vous pensez? Assurément. Vous savez, en politique, là, il n'y a pas de coïncidence. Et le fait qu'elle annonce sa retraite, justement, mercredi, juste avant le dépôt de ce rapport, ça veut dire quelque chose. Parce que Mme Lockey a peut-être quelque chose qu'elle n'avait pas compris, c'est que quand on dirige un corps policier, on ne fait pas que de la gestion. On fait aussi de la politique, surtout un corps policier aussi gros que celui de la GRC. Et Mme Lockey n'avait peut-être pas nécessairement ce qu'il fallait pour nager là dans des eaux infestées de crocodiles. Alors, elle se retrouve avec des problèmes de communication. Ses témoignages tant à la commission Rouleau qu'à la commission d'enquête là, sur la tuerie de masse en Nouvelle-Écosse. Elle n'a pas impressionné personne. Elle avait perdu beaucoup de plumes. Alors, c'est pas étonnant.
qu'à la veille du dépôt du rapport Rouleau, elle annonce qu'elle quitte parce que de toute façon, il aurait été étonnant que son mandat soit renouvelé en mars. Oui. Catherine, vous vous attendez à quoi avec ce dépôt de ce rapport demain? En fait, je pense qu'on va venir répondre à la question principale, la raison pourquoi on a eu cette enquête et cette commission. Est-ce que le gouvernement Trudeau a bien fait, est-ce que c'était justifié finalement d'invoquer la loi sur les mesures d'urgence? Moi, je pense que, déjà, on a établi le fait que le gouvernement fédéral n'a pas vraiment eu à payer un prix politique jusqu'à maintenant. Maintenant, on a un juge, quelqu'un de neutre, qui va venir répondre à cette question-là. Donc, vraiment, je vais surveiller, quelles sont les recommandations. Est-ce qu'on va recommander de modifier la loi, par exemple, sur les mesures d'urgence ou d'en créer une nouvelle? Et vraiment, on va voir aussi, là, s'il y a des petites tapes sur les doigts, là, peut-être aux forces policières et peut-être même à Brenda Lucki, c'est ce qu'on verra demain. Joël Denis, qu'est-ce que vous allez surveiller demain? Bien, justement, s'il y aura des blâmes qui seront distribués, je pense que le corps policier d'Ottawa n'a pas été à la hauteur de la tâche. Ça, c'était manifeste. Il y avait un problème de leadership, un problème de compétence, et je pense que ça va être relevé dans le rapport final. Maintenant, le témoignage de Justin Trudeau à la fin des audiences des commissions, je pense, a été assez percutant, et je pense que ça va avoir eu un effet persuasif. Je pense qu'il va avoir convaincu le juge que le gouvernement était justifié dans les circonstances d'invoquer cette loi-là. Pourquoi? Parce qu'il y avait non seulement une menace à la sécurité nationale en raison de l'occupation illégale du centre-ville, mais aussi une menace à la sécurité économique. Je vous parle du pont Ambassador entre Windsor et Détroit. C'est un lien économique névralgique entre le Canada et les États-Unis, et il y avait une crise là, il fallait la régler. Donc, je pense que le gouvernement va passablement bien s'en sortir. C'est du moins ce qu'on me raconte en coulisses. On est confiant de ne pas se faire taper trop sur les doigts. Yves, je vais vous laisser, le mot de la fin là-dessus sur le dépôt du rapport Rouleau demain. Ouais, peu importe les conclusions du juge Rouleau, Justin Trudeau a déjà gagné la bataille de l'opinion publique. Alors là-dessus, il peut être tranquille parce que même s'il recevait un petit blâme, l'opinion publique est de son côté. C'est vraiment, je suis d'accord avec Joël Denis, c'est bien davantage la police d'Ottawa qui doit pas avoir hâte à demain parce que j'ai l'impression que la police d'Ottawa va passer une très mauvaise journée. Évidemment, on va suivre ça de très près demain à CEPAC. Joël Denis, Catherine, Yves, qu'on retrouvait de façon virtuelle. Merci à vous trois. Au revoir. Merci. Au revoir. Les problèmes éthiques s'accumulent depuis quelques années chez les libéraux à Ottawa. Plusieurs histoires ont défrayé les manchettes dans l'actualité. On n'a qu'à penser au voyage de Justin Trudeau chez la GACAN. Oui, Charity et l'ancien ministre des Finances Bill Morneau. Et plus récemment, il y a la ministre Mary Ng qui a été blâmée pour avoir accordé 2 contrats à des entreprises d'une amie. Alors, pour discuter d'éthique chez les parlementaires, je retrouve Mario Dion qui vient d'annoncer sa retraite comme commissaire à l'intégrité du secteur public. Bonsoir, Monsieur Dion. Bonsoir, Mme Béré. Vous annoncez donc votre retraite après 5 ans à ce poste-là, mais la loi sur les conflits d'intérêts, quand même, existe depuis 17 ans. Je vous demanderais d'abord, qu'est-ce qui explique, selon vous, qu'on se retrouve encore avec autant de cas de conflits d'intérêts aujourd'hui? Quand on fait... Premièrement, comme je l'ai souligné dans le passé, il y a des nouvelles générations de gens qui sont régis par la loi. Donc, le fait que la loi est en vigueur depuis 17 ans, il y a des gens qui, aujourd'hui, ont été embauchés et deviennent pour la première fois assujettis à la loi. Donc, c'est un tourbillon constant de gens qui arrivent et qui partent. L'importance de l'éducation, en fait, de s'assurer que ces gens-là possèdent bien les rudiments de ce qu'ils doivent faire et éviter, de façon à toujours se trouver en conformité avec la loi sur les conflits d'intérêts. Je pense que ça va toujours demeurer, il y aura toujours un certain niveau de contravention à la loi sur les conflits d'intérêts. Je pense pas que les contraventions aient augmenté. Je n'ai pas de données statistiques à savoir si elles ont augmenté ou diminué. Je pense que ce serait de rêver de penser qu'un jour, ça sera complètement éliminé. C'est un travail continu d'éducation, et aussi de répression sur lui. Lorsqu'on fait des enquêtes, ça a quand même un effet, ça a quand même une douche froide sur la personne visée et sur les autres personnes qui peut-être ont eu les mêmes comportements. Bon, vous insistez sur les besoins en éducation. Est-ce que c'est parce que les parlementaires, justement, connaissent pas leurs obligations en matière d'éthique et de conflit d'intérêts? Est-ce que c'est parce qu'ils prennent pas ça au sérieux? Qu'est-ce que vous en pensez? Premièrement, c'est pas seulement les parlementaires dont il s'agit. C'est un gros groupe. C'est 3000 personnes qui sont régées par la loi. Il y a les ministres,
il y a les secrétaires parlementaires, il y a tous les employés des bureaux de ministres, il y a les gens nommés par décret. Et donc, c'est un gros groupe. Quand je constate les questions qui nous sont posées, à mon avis, ils connaissent mal. En général, les gens qui sont assujettis à la loi connaissent mal leurs obligations, continuent de mal connaître leurs obligations, s'attardent à revoir une transaction plutôt qu'essayer de comprendre le grand ensemble, comment ça fonctionne la loi sur les conflits d'intérêts. Et c'est pourquoi j'ai recommandé au gouvernement d'en faire une formation obligatoire au moment où quelqu'un rejoint les rangs du cabinet à titre de ministre ou rejoint les rangs du gouvernement à titre de secrétaire parlementaire. On devrait exiger qu'ils prennent quelques heures de formation avec nous pour au moins avoir une chance d'éviter les problèmes à l'avenir. Oui, il me semble que ça aurait dû être fait bien avant, non? Vous faites cette recommandation au gouvernement, c'est que ça n'existait pas, cette formation élémentaire-là? Cette formation n'est pas obligatoire. Elle existe et on a un taux d'inscription qui est très bas à l'heure actuelle, malgré tous nos efforts pour multiplier les façons de le faire, pour essayer de les faire à des heures les plus convenables, au moment les plus convenables. Malgré ça, on a un taux d'inscription qui est encore très, très bas. Parlons maintenant des conséquences à ces manquements à l'éthique. Règle générale, ceux qui se font prendre, on les voit, bon, ils s'excusent, ils font leur mea culpa, ils disent qu'ils ne savaient pas. Ils s'en tirent finalement sans grandes conséquences. Est-ce qu'on est trop clément face à ces manquements à l'éthique, selon vous? Est-ce que la loi devrait avoir plus de dents? À mon avis, oui, on est trop clément. Je pense que si on veut être sérieux avec la loi sur les conflits d'intérêts, il faut qu'il y ait des conséquences. Il y a évidemment une gamme de conséquences. Il y a toujours un degré de gravité aussi. Toutes les contraventions ne sont pas égales entre elles. Mais il est important, je pense, pour l'employeur, c'est-à-dire le premier ministre ou quelqu'un dans l'appareil gouvernemental, de regarder la situation et de décider s'il est à propos de punir la personne et si oui, à quel degré, compte tenu de la gravité de l'acte, compte tenu des antécédents de la personne, etc., etc. Je pense que ça pourrait être fait de façon plus rigoureuse que ça semble avoir été fait dans le passé. Croyez-vous qu'un ministre devrait être forcé de démissionner s'il est trouvé coupable de manquement à l'éthique? Pas nécessairement. Ça dépend. Le portefeuille qu'occupe le ministre, à mon avis, ça importe. Les circonstances de la contravention, la gravité objective de la contravention, parce qu'il y a des choses qui sont beaucoup moins importantes que d'autres. C'est comme dans n'importe quelle loi, en fait. Dans le code criminel, il y a des infractions très sérieuses. Il y a des infractions moins sérieuses. On trouve dans le même code criminel le vol à l'étalage et le meurtre au premier degré. Il faut faire des distinctions. C'est la même chose dans la loi sur les conflits d'intérêts. Puisqu'on est en mode bilan, alors que vous annoncez votre retraite, est-ce que vous trouvez que les choses se sont améliorées en matière d'éthique au cours des dernières années ou au contraire, ça a empiré? Quel bilan, finalement, vous faites de votre mandat? Je pense que la loi est un bon outil. L'existence du bureau, nous, on est là pour conseiller les gens. On est là aussi pour exiger, ordonner des choses à des gens qui souvent ne tiennent pas à les faire. Je pense que ça s'améliore graduellement. C'est difficile à mesurer, mais ces outils-là servent à quelque chose. J'ai l'impression que ce serait beaucoup pire s'il n'y avait pas ces instruments-là. Et on parle de continuer à améliorer justement le degré d'observation de cette loi-là. C'est pour ça que je pense que l'éducation, c'est un élément clé. Et la dissuasion aussi en est un autre, comme vous le mentionniez, que peut-être que s'il y avait plus de conséquences, ça pourrait également contribuer à une meilleure application de la loi. Je vais terminer, M. Dion, avec la confiance du public de façon générale, parce que finalement, c'est ce qu'on vise en bout de ligne. Comment vous évaluez l'impact de tous ces manquements à l'éthique? Je le disais d'entrée de jeu, il y en a eu plusieurs au cours des dernières années, sur la confiance du public, envers les institutions. Le niveau de confiance est déjà bas lorsqu'on regarde à chaque année la maison Endelman, par exemple, fait un sondage international sur cette question-là. La confiance est basse, la confiance a toujours été basse et elle continue à diminuer au Canada. C'est certain que ces rapports-là, ces publications-là que les médias font ont pour effet de continuer à diminuer la confiance du public envers ses élus. Et c'est pour ça que ça serait important de maximiser ce que la loi peut apporter en termes d'augmentation de la confiance du public. Ça porte à réflexion. En tout cas, Mario Dion, commissaire à l'intégrité du secteur public. Merci beaucoup. Merci de votre temps et bonne retraite. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce jeudi 16 février sur la colline parlementaire à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain. Au revoir.